Bonsoir à tous et bienvenue sur Via Télépaèse et pour cette nouvelle émission de Toka Boy. Aujourd'hui, nous recevons Baptista Akwayi. Alors, Baptista, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chanteuse, vous êtes musicienne. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur vous, sur votre carrière, sur vos débuts. Et donc, on va commencer par ces débuts. Comment vous est venue cette passion pour le chant? C'est mon père qui m'a appris le chant, qui m'a appris la musique, qui m'a... Très vite, il présidait un festival à Pignes de musique du monde et il y avait des chanteurs corses, il y avait des chanteuses de musique du monde d'un peu partout dans le monde qui venaient tous les étés. Et donc, j'ai très vite entendu tous ces gens. J'étais très petite et pour moi, c'était naturel d'évoluer dans un milieu comme ça. Donc, j'ai essayé de reproduire ça et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors ça c'est pour le chant et puis il y a aussi la partie musique. Vous avez joué des instruments très, très jeunes. Vous avez commencé par le violon. J'ai commencé par le violon, 10 ans, enfin 9 ans et demi, chez un professeur particulier qui ne faisait pas payer ses leçons. Peut-être que j'aurais pas pu, peut-être que mes parents n'auraient pas pu me payer toutes ces leçons, vous voyez. Mais donc c'était une chance. Et puis ensuite, j'ai continué. Et puis mon père a toutes sortes d'instruments bizarres. Vous savez, il a commandé au luthier des instruments assez étranges, genre des cetera à archet. Et voilà, j'ai toujours vu ce genre d'instrument, un petit orgue. Et puis je faisais du clavecin quand j'étais petite et de la flûte. Alors, on va parler de cette voix, une voix particulière, mezzo-soprane, où vous pouvez monter jusqu'à 3 octaves. Pour ceux qui ne comprennent, pour les non-initiés, je dirais, qu'est-ce que ça représente finalement? Écoutez, je ne sais pas, je crois qu'il y a plein de gens qui ont 3 octaves et demi. Je crois qu'on m'a analysé la voix en laboratoire scientifique. Je ne sais pas, c'était un pavé long, je ne sais pas ce qu'ils en ont retenu. Moi, ce que je sais, c'est que la voix, elle sert à toucher les gens et c'est l'unique problème et c'est l'unique atout, quoi. Voilà. Un atout, voire on peut parler presque d'un don. Quand est-ce que, justement, vous avez parlé de ces tests en laboratoire, quand est-ce que vous avez commencé à déceler, je dirais, le fait que vous aviez une voix particulière? Vous, ou quand est-ce que votre entourage l'a décelé en tout cas? Ben, je crois que mon père, il a décelé assez tôt. Peut-être, mais après mes 10 ans. Parce que un jour, une amie à moi m'a dit tu sais, un jour, tu t'es confiée à moi, alors je ne m'en souviens absolument pas, et tu m'as dit, et je t'ai demandé comment t'es venue cette voix, et tu m'as dit, mais tu sais, je l'ai tellement voulu, j'ai tellement travaillé. Et je ne sais pas, mais en tout cas, moi, peut-être que je l'ai beaucoup voulu, et peut-être que j'ai travaillé, mais si je l'ai fait naturellement. D'accord. Et donc, vous avez aussi eu des inspirations. Quels sont les artistes qui vous inspirent? Quelle est la musique que vous écoutez? Voilà, savoir un peu l'univers de Baptista Akwayi. Alors, l'univers de Baptista Akwayi, il va je sais pas moi, de Freddie Mercury, enfin, dont je connais quelques chansons, de Michael Jackson, dont je connais quelques chansons, à la musique classique, la musique baroque, parce que j'ai fait beaucoup de classique et beaucoup de baroque en violon, de la musique contemporaine aussi. Et puis Korngold, Boulez, plein de choses. Et puis dans la musique baroque, il y a plein de compositeurs inconnus qui sont sublimissimes, enfin qui étaient presque la variété de l'époque. Vous savez, les gens ils cataloguent ça aujourd'hui en disant c'est de la musique ancienne, mais à l'époque, la musique baroque était très en vogue en France, en Italie. Et il y avait des gens qui, tous les 15 jours, pondaient une nouvelle mélodie et qui étaient employés à la cour du roi. Ça pouvait être ou par des mécènes et c'était vraiment la musique variété de l'époque. Donc, c'est vrai que pour moi qui ai grandi avec cette musique baroque, c'est des mélodies comme aujourd'hui, sauf qu'elles n'ont pas le même aspect, mais c'est pratiquement de la musique variété pour moi. Et puis, j'adore les grandes voix, j'adore toutes les grandes voix d'aujourd'hui, je sais pas, moi, Mariah Carey, toutes les voix comme ça, les voix un peu étranges et aussi, je sais pas, il y a plein de chanteuses. La première fois que j'ai entendu Maria Callas, je me suis dit, c'est pas possible, c'est bizarre cette voix. Elle était comme si cette voix m'avait un peu, pas agressée, mais comme si cette voix m'avait un peu retournée, mais pas dans le bon sens. Vous voyez, un truc bizarre. Et puis au fur et à mesure, j'ai continué à écouter, je suis devenue addicte. Et quand je suis allée à l'Opéra de Paris pour voir les opéras qui me plaisaient, je me suis dit, mon Dieu, mais où elle est Maria Callas? Il faut absolument qu'elle revienne parce que personne ne fait les choses comme elle. Elle avait cette voix étrange.
que certains n'aimaient pas et que presque le monde entier adorait, mais que certaines personnes n'aimaient pas, et qui faisait que parfois elle était dans le beau et parfois elle était dans le vrai. Et je pense que c'est ça qui est important aussi. Parfois on cherche à faire beau et parfois il faut juste chercher à faire le plus vrai possible et à toucher le cœur des gens. Donc la musique, elle me touche. Tant qu'elle existe et tant qu'elle est belle, elle me touche. Elle peut être de la musique sacrée, de la musique profane, n'importe. Alors maintenant, on va faire un petit bond en avant. Il y a cette émission de TF1, c'était The Voice. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'était, vu votre style musical, est-ce qu'on peut parler d'un pari quand vous commencez The Voice? Oui, 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 tout à fait. Ben, en fait, moi, c'est carrément eux qui m'ont demandé de chanter en Corse. Donc, c'est Bruno Berberès, le directeur de casting, et Mathieu Grelier qui dirigeait l'émission à ce moment-là, qui ont dit oui, oui, en Corse, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, j'ai fait le psaume en Corse et c'était parfait. Et puis après, le reste, c'était du français, de l'anglais. Et à ce moment-là, j'étais pas formée pour ça. Entre-temps, je me suis formée pour ça, mais à ce moment-là, je ne l'étais pas. Donc, bien sûr, c'était un pari. Puis, il y a eu la demi-finale, il y a eu Voice Tour, il y a eu la tournée des Zéniths de France. Tout ça, ça m'a formée. Mais au niveau de la variété, je me suis un peu formée devant la France entière. Vous voyez, j'ai fait des erreurs que j'ai rectifiées ensuite, mais il me fallait un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on est rentré en studio avec Florent Bidoyen pendant 2 ans et qu'il m'a appris à faire toutes ces choses que je fais maintenant dans les micros et tout. Mais je ne maîtrisais pas ma voix autant qu'aujourd'hui. Vous voyez, c'était un peu à l'état brut. Et alors qu'aujourd'hui, j'en maîtrise un peu plus les effets. Et c'est grâce à The Voice. C'est parce que j'ai rencontré plein de gens dans cette émission. Mais bien sûr, au début, c'était osé. Vous imaginez, on m'appelle et on me dit « vous allez participer à The Voice ». Moi, en plus, ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, au début, j'ai dit non. Et puis après, je me suis dit non, mais en fait, au fond de moi, j'ai envie de le faire. Alors, je ne vois pas pourquoi j'écouterais Tartampion, je ne sais pas, mon entourage qui dit oh là là, n'y va pas. Je ne vois pas pourquoi je les écouterais eux. Puisque moi, la première fois que j'ai vu la pub de l'émission à la télé, ça remonte à des années, je me suis dit j'aimerais bien le faire un jour. Et quand on m'appelle, je dis non. Vous voyez, parfois, il faut savoir suivre son instinct, en fait. Alors, on va parler de l'expérience de The Voice en elle-même. On voit finalement que les primes. Comment ça se passe de l'intérieur? Est-ce que vous avez trouvé votre place facilement? Comment se passe le travail, je dirais, à l'intérieur de ce show, de cette émission? Alors, à l'intérieur, il y a les coachs qu'on voit à certains moments, ce qu'on appelle les coachs, c'est-à-dire Jennifer et compagnie. Et puis, il y a des profs de chant en coulisses qui nous font faire des vocalises, etc. et qui nous forment un peu. Et puis, il y a aussi des professionnels du spectacle qui cherchent un peu des gens, des chercheurs de tête, vous voyez. Il y a bien sûr les directeurs de casting qui vous repèrent sur Internet. Et puis, dans The Voice, il y a quand même des gens qui viennent faire un petit peu leur marché, on va dire. Donc, ensuite, The Voice, il faut savoir que c'est aussi patronné un petit peu par Universal. Donc, moi, on m'a fait faire un CD. On m'a fait faire ce CD-là. C'est une chance, Les Chants de Liberté en 2015, parce que, du coup, Universal a un partenariat avec The Voice qui fait qu'ils peuvent prendre des talents dans The Voice et leur faire faire un CD, une tournée, des choses comme ça. Donc c'était une chance aussi. On va revenir sur ce CD, Le Chant des Libertés, en 9 langues, une prouesse. On peut dire que vous êtes une amoureuse des langues. J'adore les langues et puis je voulais rendre hommage à la musique du monde parce que mon père m'a fait écouter toutes ces chanteuses de musique du monde quand j'étais petite. Donc pour moi, j'ai été bercée par ça, pas que par la musique corse et pas que par la musique classique. Donc je voulais rendre un hommage et je pense que la voix corse, à un certain moment, à un certain niveau, elle ressemble à la voix américaine, elle ressemble à la voix bulgare, elle ressemble à la voix arménienne. Vous voyez, c'est la même voix, c'est la même âme. Elle n'est juste pas colorée de la même manière, mais c'est presque le même placement de voix et puis surtout, c'est le même état d'esprit à peu de choses près. C'est-à-dire, quand il y a un grand chant de lamentation ou quand il y a un grand chant d'amour ou quand il y a un grand chant de tristesse ou quand il y a un grand chant de joie, c'est les mêmes placements qu'on retrouve. Et je fais des stages de chant, je fais des masterclass de chant et j'essaye toujours de montrer, alors c'est ouvert à tous, c'est ouvert vraiment à tous ceux qui parlent pas corse, qui chantent pas.
par la vibration, je change un peu les gens, je les débloque et je leur dis toujours, regardez, je leur fais passer des exercices, placement chinois, placement bulgare, placement français, placement... Et je leur montre que pour aller d'une chose à l'autre, il faut juste déplacer quelque chose dans son visage et dans sa bouche et dans sa gorge et pas forcément tout. Et donc que tout le monde entier a une communauté de voix et c'est pour ça que j'ai fait ce chant des libertés. Et aujourd'hui encore, là, dans la tournée de cet été, ben, j'ai un chant bulgare et tout le monde, en général, à la sortie du concert, tout le monde a retenu en premier le chant bulgare, voilà. Alors ensuite vient... Qui était sur le CD, pardon, les chants de liberté. Oui. Ensuite vient la partie, après The Voice, le CD. Ensuite vient les présélections pour l'Eurovision. Parlez-nous un peu de cette expérience. Une bonne expérience malgré tout, malgré le fait que... Très, très bonne. C'est comme The Voice, c'était très, très bon. En fait, avant ça, avant les présélections de l'Eurovision, ben, j'ai sorti un CD, les Célestes, donc en janvier. En même temps que je suis passée à l'Eurovision, j'ai sorti 2 singles et j'ai sorti en mars le CD Céleste sur lequel on a travaillé avec Florent Bidoyen, qui a fait Les Prêtres, les Stentors, Vincent Niclot. Et en fait, avec Florent, on avait fait cette chanson Patio sur laquelle j'avais écrit les paroles. Sur 1500 écoutes ou je ne sais plus combien, ils ont sélectionné 18 chansons, parmi laquelle Patio, écrite en langue corse. Et j'avais même dit, quand elle a été sélectionnée, j'avais même dit écoutez, parce qu'elle avait été sélectionnée, et j'avais dit s'il faut changer ou s'il faut mettre une phrase de plus en français et tout, je peux le faire. On a une autre parolière et puis moi je peux le faire, etc. Et en fait, on nous a dit non, en Corse, elle est parfaite, donc vous y allez comme ça. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et puis je chantais le parrain aussi sur le plateau de l'émission Destination Eurovision. Alors ce qui est fou, c'est que le public français a massivement voté pour moi, alors que la chanson était en langue corse et tout. Donc j'ai reçu des tas de messages les jours suivants en disant « mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas été sélectionné parce que j'aimais votre image et j'aimais la chanson alors qu'elle n'est pas en Corse. » Et en revanche, donc 3e des votes du public, ça m'aurait permis d'aller en demi-finale, dans l'autre finale, enfin en finale. Mais les votes à l'international m'ont taclé. Du coup, je n'ai pas pu aller en finale, c'est dommage. Mais c'était quand même déjà très beau de passer en direct sur la 2 avec un hymne, un nouvel hymne corse, Patio. C'est quand même déjà en soi quelque chose qui est pour moi très joyeux et très plaisant et qui apporte des choses aux gens. Alors, on le voit, on le sent, on le sait, je dirais. Vous êtes une militante culturelle, vous portez loin votre langue, la langue corse. Aussi la culture musicale à travers un instrument, la cetera, que vous avez amené à The Voice. C'est important pour vous justement de montrer cet instrument ancestral corse, cet instrument qui est quand même connu, qui était connu à une époque, de le remettre au goût du jour, je dirais. Bien sûr que c'est important et puis en plus, comment dire, c'est très féminin, je trouve. C'était beaucoup joué par les hommes, mais je trouve que c'est très féminin, je trouve que ça accompagne très bien la voix telle que je le fais. Et puis c'est mon père qui m'a toujours dit, il faut que tu joues de la cetera. C'est lui qui m'a mis la cetera dans les mains et donc c'est lui qui m'a donné cette image que j'ai eue à The Voice. Et la cetera, entre-temps, je l'ai portée à Dubaï aussi, c'est-à-dire qu'à Dubaï, en 2017, j'étais dans un grand show dirigé par Franco Dragone qui a fait pas mal de spectacles pour le Cirque du Soleil. Et Franco, il m'avait dit, on avait dîné plusieurs fois ensemble, j'avais dit mais tu sais je fais des compositions aussi et je t'en proposerai. Et il a tout de suite pris 1 ou 2 compositions, dont Achande Radio HT, qui plaît aujourd'hui beaucoup aux gens en Corse, mais qu'en fait j'ai composé à Dubaï. Parce que j'étais loin, parce que j'étais triste, et donc je l'ai proposé à Franco, et elle a fini dans le show au moment où où il y a 2,7 millions de litres d'eau sur scène, donc les cascades tombent, etc. Je joue cette chanson au moment où tout s'arrange dans le spectacle, au moment où
celle qui était morte revit au moment où voilà, le conte devient vraiment joyeux et tout s'arrange. Donc je pense qu'il n'a pas mis là pour rien, je pense que Accendere due stelle c'est une chanson d'espoir. Et j'ai découvert dans ce show immense et démesuré que, parce qu'à Dubaï tout est grand, que la simplicité de la Cetera et de la voix corse et de la chanson corse était bien plus importante. Et aujourd'hui, je fais cette chanson dans ma tournée des églises où je suis seule avec ma Cetera et seule avec mon piano. Et je dis toujours, vous savez, j'ai découvert là-bas en faisant cette chanson que c'est bien, c'est formidable quand il y a beaucoup de lumière, quand il y a un grand théâtre, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a beaucoup d'acrobates autour de moi. Mais ce qui compte, c'est la petite chanson. Alors, on va s'y attarder quelques minutes sur ce show, justement, La Perle à Dubaï. Donc, Franco Dragone est le directeur artistique du Cirque du Soleil. Un show, vous l'avez dit, un show immense, dans un théâtre fait pour l'occasion. Vous avez parlé de la démesure de Dubaï. Qu'est-ce que ça représente justement quand vous qui êtes... Alors vous avez fait The Voice, mais vous êtes aussi habitué, comme vous l'avez dit, à chanter dans les églises, dans des concerts un peu intimistes. Comment on se sent justement quand on arrive pour la première fois? Alors moi je me sens très bien partout. Et puis en plus avec Voice Tour, la tournée des Zéniths de France, j'avais vu les coulisses de grands spectacles et j'avais vu le travail des techniciens. Parce que s'il n'y a pas les techniciens, il n'y a pas de spectacle. Nous, on était 8 sur scène pendant Voice Tour. Eux, ils travaillaient pendant 5 heures avant, pendant 5 heures après. Donc, c'était énorme. Donc, j'avais découvert les coulisses et j'avais découvert déjà que sans les stage managers, c'est-à-dire les gens qui vous portent sur scène, qui vous donnent votre chemin, qui vous accompagnent, qui vous enlèvent le costume, qui vous remettent, sans tout ça, sans les habilleuses, sans les maquilleuses et tout ça, vous n'êtes rien. Donc j'avais déjà découvert ça. J'avais déjà découvert l'envers du décor. Vous savez, quand c'est tout noir dans la salle de spectacle, qu'il n'y a plus personne et que vous savez que 4 heures après, il y a tout le personnel de bord, on disait à la Perle, parce que c'était comme un grand bateau, un grand avion à la Perle. Ils étaient tous habillés en bleu comme des hôtesses et qui arrivaient, on savait que 4 heures après, que ce soit le noir total dans la salle et qu'on soit seul dans la salle, il y avait tout un staff qui arrivait, qui passait l'aspirateur, qui recevait les gens, la salle se remplissait. Et puis, les lumières s'allumaient, mais j'avais déjà découvert cette angoisse un peu de la grande salle vide, vous voyez, dans les coulisses. Donc, en fait, quand je me suis retrouvée à la Perle, ben, pour moi, c'était comme le Zénith, mais en plus grand. Et puis, ça s'est fait naturellement. Et puis, il y a les coulisses. Il y avait 60 acrobates avec moi qui évoluaient dans ce décor merveilleux. Et voilà, pour moi, c'est une expérience de folie. Mais c'est vrai que je voulais et que je tenais à reprendre ma carrière solo et que je sais que quand on est dans un spectacle comme ça, même si on a sa forte personnalité et tout, on ne peut pas exactement, sauf si les chansons sont toutes faites pour nous, ou si j'avais fait toutes les chansons du show. Là, c'était Michael Brennan, un compositeur de Las Vegas, qui avait fait les chansons. Sauf si on a vraiment tout fait nous-mêmes, on ne peut pas briller exactement en solo. Si vous voulez, moi ce que je veux faire, c'est mettre mon empreinte partout. Je veux faire mes chansons, je veux signer mes paroles, je veux signer mes musiques de plus en plus. À part rendre hommage à des grands classiques comme les Ave Maria dans le nouveau tour de chant que je fais, et rendre hommage à des grands classiques de la musique du monde, le chant bulgare et des choses comme ça, je préfère avoir mes chansons, composer mes chansons. J'estime que c'est trop important. Si vous voulez avoir un message pour les gens, même s'ils ne le comprennent pas, le jour où ils ont la traduction, il faut qu'ils puissent comprendre qui vous êtes vraiment. Et en fait, là, ils s'aperçoivent que votre chanson que vous avez faite pour vous, que vous avez faite pour un amoureux, ou je ne sais pas, leur correspond tout à fait. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand quelqu'un me dit « Je sais que tu l'as fait pour un amoureux, mais en fait, moi, j'ai perdu, je ne sais pas, moi, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon père. » Et en fait, j'ai l'impression que la chanson était faite pour moi. Ou un tel qui me dit « J'ai l'impression que tu as écrit la chanson pour moi. » Voilà, c'est ça qui me plaît. C'est les messages que vous avez à donner. Et si vous prenez que les chansons des autres, comme j'ai dû faire dans The Voice, c'est pour ça que j'étais pas bien à un moment de l'émission, parce que je faisais des grands classiques français et tout, je ne savais pas les chanter. Et finalement, c'était trop loin de moi. Donc il faut mettre sa patte un peu partout, en fait.
Et cette envie de partage que finalement vous exploitez ici en Corse par le biais aussi de cours que vous participez à beaucoup de cours pour des chanteurs amateurs. C'est important pour vous ce contact avec les chanteurs amateurs pour les faire progresser, pour leur apporter votre expérience? Pour moi, c'est trop important parce que moi, ma vie a fait que depuis la naissance, je devais chanter. J'ai eu mon père à la maison qui est un musicien extraordinaire, qui est autodidacte, qui chante, qui a un groupe, ceci, cela. J'ai eu le meilleur ami de mon père, enfin un des amis de mon père qui m'a donné des cours gratuits de violon, de solfège et tout pendant 10 ans. J'ai eu ma mère qui m'a toujours poussé là-dedans, qui m'a fait donner des leçons de clavecin, des leçons de flûte, etc. J'étais dans ce milieu-là. Donc, forcément, pour moi, même si je n'avais pas voulu, enfin, le ciel a fait que tout m'est tombé dans les mains pour que je le fasse. Alors, il y a beaucoup de gens qui auraient voulu être chanteurs et qui n'ont pas pu être chanteurs parce que leurs parents les en ont empêchés, parce que quelqu'un leur a dit tu chantes faux et leur a enlevé leur confiance en eux. Et moi, ce qu'on m'a donné, c'est la confiance en moi. Et ce que j'ai envie de leur donner en 1 heure de cours, en 2 heures de cours, c'est leur faire changer leur avis sur eux et dire ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, oubliez-le parce que si moi je vous dis que vous chantez pas faux, c'est que vous chantez pas faux. C'est pas pour leur faire plaisir que je leur dis. C'est pour les débloquer parce qu'on a tous des blocages, on a tous des peurs, on a tous des empêchements dans notre vie. Même moi qui ai eu tout un peu cuit dans le bec, je suis toujours un petit peu... Parfois sur certaines chansons, je vais pas la faire parce que j'ose pas. Mais en fait, on peut tout oser. Et donc les gens, quand ils repartent de mes cours, que ce soit 1 heure, 2 heures, 2 jours ou 1 semaine, comme j'ai donné des cours en Belgique pour des chanteurs qui voulaient apprendre la musique corse avec mon père il y a longtemps, à la fin de la semaine, tout le monde pleurait, moi aussi. En fait, de voir les gens se débloquer et de voir les gens prendre confiance en eux, c'est ça qui m'importe. Et puis, c'est facile de faire vibrer les gens. Je leur donne des techniques, des astuces, et au bout d'1 demi-heure, ils ont déjà entendu leur voix qui ne pouvaient pas. La voix, on la découvre toute la vie. Moi, je découvre encore ma voix. Et pourtant, je passe des heures tous les jours. Mais eux, parfois, en 1 demi-heure, ils découvrent un truc en eux qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils sont venus le chercher. Quand ils s'inscrivent avec moi, ils sont venus chercher un truc. Et à moi de leur donner ce petit déclic qui fait que tout le monde peut chanter et que on est humain, on a une bouche, des poumons. Tout le monde peut chanter, tout le monde. Mais les gens, ils vous disent « Ah oui, non, mais c'est donné qu'à très peu de gens. Ah oui, non, mais ceci, ah oui, non, mais cela. » Mais tout ça, c'est des foutaises. Et moi, je passe mon heure ou mes 2 heures à leur dire que c'est des foutaises. Et ils repartent de là, ils sont boostés, vous comprenez? Boostés aussi pour leur vie personnelle. C'est du développement personnel, ce que je fais, en fait, indirectement, par la musique. Alors, et maintenant, dernière question. Votre actualité, donc après tous ces challenges, de nouveaux challenges, quelle est votre actualité? Alors, il y a 20 dates dans les églises de Corse cet été. L'année prochaine, il y en aura probablement 50. Et puis, entre-temps, il y aura des petites surprises. C'est vrai que là, je viens de sortir un CD en mars qui s'appelle Céleste, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et c'est vrai que il y a eu les Chants de Liberté en 2015, il y a eu The Voice, il y a eu tout ça. Là, il y a eu Destination Eurovision. Donc, des surprises, il y en aura d'autres en 2020. Et pour l'instant, là, dans l'immédiat, il y a quand même encore 20 dates où les gens peuvent venir. Et puis, il y a tellement de gens du continent qui me suivent sur les réseaux sociaux et tout, qui viennent en Corse l'été. Donc, c'est vrai que ça leur permet de venir au concert et ça me permet de les rencontrer. Et parfois, ils m'ont suivi en 2015 et puis ils m'ont perdu de vue. Et là, ils me retrouvent dans les concerts. Dans ces concerts, il y a un tiers de chansons traditionnelles, un tiers de grands airs classiques, avec aussi des chansons de musique du monde, et un tiers de création. Et donc, c'est vraiment calibré pour les églises, c'est vraiment calibré pour cette acoustique-là. Je suis seule avec un piano, seule avec une etc. Et parfois sur 3 chansons a cappella, donc seule. Et vraiment, ça me permet de retrouver les gens. J'ai pas d'autres musiciens, donc j'ai pas d'artifice avec moi. Je suis en osmose totale avec le public, vous voyez. Et si je me trompe, je peux pas dire « Ah, c'est lui ». Donc, c'est à moi de
de faire le spectacle et je me retrouve vraiment là, je retrouve vraiment ma voix, je retrouve vraiment l'aérodynamisme de ce que je veux être un concert de Baptiste Acquaviva aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment, et ça rentre un peu dans le rêve que j'en avais, il se réalise dans la simplicité et dans la proximité avec les gens. Eh bien, merci Baptiste pour ce moment. Merci beaucoup. La mission touche à sa fin. Et on vous souhaite bonne chance pour vos prochaines dates. Merci. Bonne chance pour ce CD qui est sorti, on le rappelle, en mars dernier. Et à une prochaine fois. Et quant à nous, on se retrouve aussi bientôt sur le plateau de Toka Boy via Télépanel.